Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro. Nous allons réfléchir encore une fois sur l'actualité, mais avec une dose d'éveil des consciences, mais surtout d'interpellation. Vous l'avez certainement entendu depuis un certain temps, une bonne partie de partis politiques s'associent maintenant. Ils font un bloc. Ils veulent être ensemble pour contrer ce qu'eux appellent la dictature. Mais j'en parlerai dans la deuxième partie de la composition de ce groupe-là. Mais aujourd'hui, le sujet, comme vous le voyez, il est en même temps interpellateur, mais surtout provocateur. Le titre de l'émission d'aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est « Fachi doit tout faire pour éviter les pires ». Ici, le pire, c'est quoi? Le pire est considéré comme son échec. Le pire est considéré comme sa chute. Le pire est considéré comme, je veux dire, le fait qu'il passe inaperçu. Et surtout le fait qu'il soit un rendez-vous manqué. Souvenez-vous, à un moment donné, je m'étais posé la question, est-ce que c'est vous que l'on attendait ou devrions-nous attendre quelqu'un d'autre? C'était la question que je m'étais posée. Je m'étais encore posé la question autrefois, est-ce que c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre que l'on doit forcément attendre? Les réponses allaient venir avec le temps. Mais il y a un problème, c'est que la fissure qu'il y a entre la volonté du président de la République et les réalisations sur terrain, cette fissure grandit chaque jour. Et cette fissure est nourrie par quoi? Par l'apogée de la, je veux dire, de l'incompétence de certains membres du gouvernement, de certaines personnes qui composent l'équipe même du président de la République, par l'ignorance que nourrit bien évidemment un nombre important de personnes. Dans ces conditions-là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la chute est inévitable. Inévitable. L'échec est préparé. Parce que l'échec est préparé par l'inaction. Or, l'inaction est le fruit de l'absence de la promptitude. Donc, bref, basé sur une certaine ignorance et même impréparation. J'ai toujours dit, chaque régime politique comporte en lui-même des tares, des gènes de sa propre destruction. Mais maintenant, c'est plutôt à ceux qui le composent de veiller et de rechercher les tares pour les anéantir et les arrêter ipso facto, les arrêter hic nunc, les arrêter immédiatement. Mais ici, on a un problème, c'est qu'il y a une sorte d'absence de courage, de personnalité, d'ambition. Et le manque d'une lecture approfondie sur ce que nous voulons. Je veux même dire, il manque en nous une certaine lecture de l'avenir. Pourtant, l'avenir se paye. L'avenir ne se donne pas, l'avenir se paye. Il y a un prix à payer pour atteindre un avenir. Mesdames et messieurs, dans une vie politique ou dans la vie d'une société, vous avez deux mouvements importants qui se font. Soit l'évolution, soit la révolution. L'évolution, c'est le cours normal de choses. Les choses évoluent telles que. C'est ça l'évolution. Nous attendons que les choses évoluent d'elles-mêmes. Il n'y a vraiment pas implication de l'homme. On ne fait absolument rien. Le temps nous aide à faire avancer certaines choses. Nous sommes dans l'évolution. Ceux qui ont suivi l'évolution ont toujours été en retard. Toujours été en retard par rapport aux autres. Mais maintenant, la révolution, c'est la participation de l'homme. Mais la participation de l'homme, dans quoi exactement? C'est la participation des cerveaux de l'homme. La combinaison des intelligences pour arrêter quelque chose. Mais avant de l'arrêter, la prise en compte, si vous voulez, la prise de conscience. Une analyse holistique de la situation. Le point fort et le point faible. Une étude approfondie, comme l'a dit Lao Tzu, comme l'a dit Kung Fu, comme l'a dit, encore une fois, Montesquieu. Ils ont tous dit la même chose, la prise des contacts, la prise de conscience, la lecture holistique des situations. Les points forts, le point faible, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on ne change pas. Qu'est-ce que l'on garde, qu'est-ce que l'on ne garde pas. Parce que comme le dit Kung Fu Tzu, il dit, il est difficile et très dangereux pour un général qui vient prendre une armée et recommencer à zéro. Il lui faut
dessiner ce qu'il veut garder et décider ce qu'il veut abandonner. Vous ne pouvez pas tout rejeter lorsque vous trouvez un régime. On ne rejette pas tout. On prend les côtés forts de ce régime-là, on le fortifie davantage. On prend les côtés faibles, on les fortifie davantage. Et les pires, les tares, on les abolit. Et le peuple ressent ça dans votre conduite. Le peuple doit voir un changement. Mais le changement ne viendra que lorsque en amont, il y a eu un courage. Je vous explique quelques changements ici, il y a véritablement une rupture. Montesquieu nous explique dans son chapitre 9 sur combien de noblesse est portée à défendre le trône. Dans le livre de l'Esprit de loi, il explique exactement comment on percevait comment on percevait comment on appelle ça, les taxes et les impôts, mais ça avait un autre nom. Les taxes et les impôts à l'époque. Il dit lorsque le gouvernement se succédait, on recherchait l'argent chez le peuple. Et il y avait des moments où le peuple n'avait pas l'argent. Et on rançonnait le peuple. À Rome, par exemple, on venait prendre les jeunes gens. On le forçait à faire de l'armée. Et quand il faisait l'armée, il n'y avait pas de butin pour la plupart des cas. Il n'y avait pas d'argent. Et lorsque notre gouvernement venait maintenant, ce gouvernement abolissait d'abord ces dettes-là. Parce que c'était un lourd fardeau sur le peuple. Et du coup, comme on abolissait les taxes et les impôts et ainsi de suite, le peuple faisait allégeance au nouveau roi, au nouveau chef directement. C'est ainsi que les régimes se font. Lorsqu'un régime arrive, le régime doit commencer d'abord par arrêter ce qui embêtait le peuple le plus souvent. Qu'est-ce qui embêtait le peuple? Ça peut être l'insécurité. Qu'est-ce qui embêtait le peuple? Ça peut être la faim, ça peut être l'obscurité, ça peut être l'absence des infrastructures, ou même, pour notre cas, ça peut être la discipline et la norme. Maintenant, le gouvernement n'aura pas un autre travail que celui d'imprimer la discipline, que celui d'imprimer l'ordre. Mais ici au Congo, il manque ces deux choses-là. Il n'y a pas de discipline, il n'y a pas d'ordre. Les ministres ne sont pas disciplinés, les politiciens ne sont pas disciplinés, l'armée, la police, bref, la structure de l'État n'est pas disciplinée. Or, si les dirigeants ne sont pas disciplinés, ils ne peuvent prétendre discipliner les autres. Parce qu'on suit un maître qui suit. On écoute celui qui a écouté. On est formé par celui qui a été formé. Parce que lorsqu'on n'a pas été formé, quand on veut former, on déforme. Quand on n'a pas été informé, on veut informer, on malforme. Le plus important ici, c'est d'avoir l'exemplarité. Comment on va suivre des chefs qui ne suivent pas la loi? Le peuple suit les chefs qui suivent la loi et qui la fait respecter. Maintenant, lorsque vous avez le régime, une administration qui arrive, mais qui, au lieu de changer les mauvaises pensées, la mauvaise conception, l'indiscipline en discipline, on ne le fait pas, c'est compliqué. Regardez le désordre qu'il y a sur la route. Ces désordres-là, c'est depuis Kabila. Mais l'administration Fachi, quand elle arrive, elle est incapable de résoudre le problème de la route, incapable de résoudre le problème d'embouteillage, incapable de résoudre le problème d'électricité, incapable de résoudre le problème de la faim, incapable de résoudre le problème de la sécurité intérieure, incapable. Alors lorsqu'une situation, une administration est incapable de résoudre ce problème-là, le peuple ne perçoit pas le changement. Même si par ailleurs, vous êtes en train de concevoir, de faire de grands projets, des belles idées, tant que le peuple ne perçoit pas ce qui le touche directement, il ne voit pas le changement. Et plus ça dure, il perd l'espoir. Beaucoup de gens ont arrêté de croire, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas vu comment le maïs poussait dans le sous-sol. Et c'est comme ça, le pessimisme, le scepticisme sont des denrées que le peuple partage ou se le partage très souvent. Et surtout si ce peuple n'a pas le minimum de l'éducation, c'est tout à fait normal que le peuple verse dans le désespoir. Parce que le peuple a besoin d'un changement dans sa vie de tous les jours. Voyez-vous, la Chine par exemple, il y a un véritable débat sur la réelle pauvreté et la réelle richesse. Vous avez certains auteurs qui estiment que la Chine ne peut pas être considérée comme un pays en voie de développement parce que pour eux, le développement n'est pas défini en termes des infrastructures que vous mettez en place, en termes des immeubles ou tout ça, mais c'est plutôt en termes de la prise en charge de vos citoyens, de la redistribution des richesses. Parce qu'en Chine, vous trouverez des gens qui meurent affamés. Il y en a. Il y en a.
Vous le trouvez aussi en bonne représentation vraiment. Si vous allez au fin fond de la Chine, vous trouverez qu'il y a comme une sorte d'écart entre les villes modernes et le village, alors qu'on est dans un même pays. C'est ce qu'on appelle la juxtaposition de l'extrême pauvreté et l'extrême richesse sur une même terre. D'autres auteurs parlent de l'infernalisation du paradis. Ça veut dire qu'on retrouve le paradis, non, l'enfer dans un paradis. Donc, le problème ici, c'est qu'il faut prendre en compte ces éléments-là. Comme il y a certaines personnes dont le développement en Chine a échappé, tout simplement. Ils entendent que les gens disent la Chine est un pays développé, mais si vous parlez à ces gens-là, ils vous diront il n'y a aucun développement ici, parce que nous ne le sentons pas. Donc, à Rome, on pensait déjà que pour soulager le peuple, il faut aller alléger ce que le peuple rencontre très souvent. Et c'est quoi les problèmes, les défis du peuple? Ce sont ces 8 facteurs importants et des facteurs inhérents à la vie de l'homme. Le logement, les infrastructures, le transport, l'éducation, le travail, qu'on peut considérer comme l'occupation, la santé et bien d'autres. C'est des éléments où l'État doit s'investir pour corriger. Parce que lorsque le peuple a faim, il mange. Lorsqu'il a un problème d'électricité, il a son électricité. Lorsqu'il est malade, il va à l'hôpital. Voyez-vous, lorsque vous commencez, vous commencez par là, le peuple voit et le peuple croit que Bateau va évoluer. Donc, s'il faut qu'il y ait des chantiers, en principe, les chantiers devraient être Wana. Net la réhabilité. Qu'il y a un sérieux en termes de médecins, une prise en charge des médecins. Et vous voyez, ça va créer une certaine émulation et les gens y croient. Mais ici, le problème, c'est lequel? C'est que, comme on l'avait dit, le système est resté le même. Et même, il fait un effort de rester le même. Comment est-ce que nous définissons, nous, le système? Parce que, il faut que système est à la ranini. Pour Nabiso, dans le contexte, le système est défini par moi comme un ensemble de mécanismes de pensée, mais aussi un ensemble de résolution des problèmes. Ça veut dire, le système commence à être nourri par les petites habitudes, le laxisme, la légèreté, n'est-ce pas, l'impunité, ce manque d'attention, nourrissent finalement, nourrissent système. Parce que la corruption est un fait, mais elle devient un système. Elle devient un système de pensée. Ça veut dire obtenir quelque chose par la fraude et par la facilité. La corruption devient un système dans un pays qui pense résoudre tout dans le chemin de tournée. Et c'est ainsi qu'il y a la classification des grands corrupteurs et des petits corrupteurs. Le système est aussi compris comme des procédés par lesquels les gens s'enrichissent ou les procédés par lesquels les gens s'appauvrissent. Maintenant, dans mon cannabis, pour réussir comme ça, nous avons une situation de gens qui s'enrichissent, mais nous avons la même situation de gens qui s'appauvrissent. Ça veut dire, autant certains Congolais deviennent de plus en plus riches, autant une grande partie devient de plus en plus pauvre. Parce que il y a une sorte de captage, une sorte de séquestration des richesses collectives destinées à tout le monde, mais un groupe d'individus continue à regarder un pour Nabango. On va se dire pourquoi. Nous avons la séquestration, Yambongo, de façon officielle, de façon officieuse, ça les marre partout. Officiel les années. Ça veut dire lorsque l'État congolais produit 100% de revenus et que 70% est destiné pour l'appareil de l'État, pour le fonctionnement de l'État, on peut appeler ça comme une séquestration de fonds, des richesses Yabato. Parce que l'homme politique n'a pas compris que le 70% au Azuiwana est going à servir à autre chose. On baisse les trains de vie et l'institution pour permettre que Mbongo Rotikalana va financer le secteur porteur. Parce que lorsque vous investissez dans le secteur prometteur, dans le secteur porteur de croissance, il se passe des effets d'entraînement positifs. C'est-à-dire, lorsque vous avez 100 millions, vous avez 100 millions, vous avez 200 millions, vous avez 300 millions, parce que vous avez investi dans ce qui produit. Mais lorsque vous investissez dans ce qui ne produit pas, vous investissez dans les statu quo, les carburants des députés, le bus des députés, les jeeps des députés, les jeeps de la présidence, le fonds de fonctionnement de la présidence, de la primature, et bien tout ça, vous ne faites absolument rien. Vous allez faire ce même système 20 ans plus tard, vous n'aurez absolument rien.
Mais si vous commencez à dire, au lieu de mettre 70% dans le fonctionnement des institutions, nous faisons un effort de rabattre ça à 40% ou même à 30%. Comme ça, les 70 autres pourcents autres produits, et comme il faut aider le secteur prometteur, le secteur porteur de croissance, le l'économie, le l'enseignement, le la sécurité, le secteur est belé. Eux, ils vont promouvoir nos technologies, d'accord? Et ça vous aide à aller de l'avant. Parce que lorsque vous investissez dans le sol, ça vous produit plus. Ça vous donne une certaine garantie. Lorsque maintenant vous produisez dans le cerveau, vous avez encore la garantie de protéger ce que vous avez produit sur le sol. Et aujourd'hui, on peut déjà baser notre énergie sur la qualification de notre main-d'œuvre. Les Congolais baza boni, o balingi basala musala ya maboko. Qualifions ça. Les Congolais baza boni, o balingi basala makambo ya bilamba. Qualifions ça. Ça veut dire que nous avons tout intérêt de qualifier la main-d'œuvre en abisso. Ce qui te qualifie main-d'œuvre en abisso, tu vas gagner le marché à Chine, tu vas gagner le marché à Indonésie, tu vas gagner le marché à pays belé. Pourquoi? Parce que la Chine aujourd'hui, si 10 ans dans le passé, la Chine demandait 4 $ l'heure à une grande entreprise comme Toyota ou à une grande entreprise comme Telsa, aujourd'hui la Chine va demander plus que ça. Ça veut dire que la Chine demandera, par exemple, 8 $ ou par exemple 10 $. Parce qu'aux États-Unis, pour la même entreprise, on paye par exemple 19 $ ou 18 $ ou 17 $. Mais nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Nous pouvons demander 4 $ l'heure. Mais pour que la Telsa vienne chez vous, Telsa doit être rassuré que vous formez un abino malamu. Donc nous devons nous investir dans le cerveau des gens. On doit maintenant investir dans la tête des gens. On doit investir pour qualifier la main-d'œuvre. Parce que si nous qualifions la main-d'œuvre, il n'y aura pas de chômage. Parce que toutes les grandes entreprises du monde viendront chez nous. Parce que pourquoi ils vont mourir en Turquie s'ils peuvent payer 8 $ en Turquie alors que chez nous ils paieront le moins? Tous les entrepreneurs là viendront chez vous. Parce que vous avez une main-d'œuvre. Or aujourd'hui, nous pouvons commencer par 4 $ l'heure. Les Congolais voudront bien ça, 4 $ l'heure. Et puis après 5 ans, 6 ans, 7 ans, quand on aura compris les jeux, on peut nous-mêmes investir chez nous et gagner plus. Ça, c'est ce qu'on appelle la promptitude, la capacité d'anticiper, de voir. Mais est-ce que ceux qui nous gouvernent ont ça? Fort est de constater que non. Ils n'ont pas ça, malheureusement. Alors, moi, je voudrais tout simplement faire comprendre une chose. Lorsque le système, lorsqu'une administration arrive, elle s'étale sur 4 choses que je voudrais que vous puissiez retenir. Il y a le sacrifice, il y a la sueur, il y a du sang, il y a la douceur et il y a la promptitude. Je vais faire mal. Ça, je peux vous rassurer. Je vais faire très mal à des gens que je veux dire. Mesdames et messieurs, excusez-moi de vous le dire encore une fois. La solution pour ce pays, ce n'est pas la démocratie. Comme vous l'entendez maintenant, le système qui nous convient maintenant, c'est une démocratie sévère ou alors, je voulais tout simplement dire, une dictature douce. Alors, je vais donner le contenu de la dictature douce ou de la discipline sévère. Pardon, de la démocratie sévère. J'entends par démocratie sévère une certaine rétention ou alors encadrement de certaines libertés que vous offrez aux gens. On ne peut pas développer un pays avec la démocratie. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé et nous n'allons pas inventer ça. La démocratie est un système de mi-parcours ou de fin de parcours. Ce n'est pas un système de début de parcours. Aucun pays ne s'est développé avec cela. Nous l'avons dit et on continue à le dire. La France n'est pas née un État démocratique. Non. Et la France n'a pas fait 60 ans après sa naissance avec une démocratie. C'est une folie extrême. Une folie, mais alors une folie. Les États-Unis, si ils sont comme ça, c'est l'esclavage. C'est à cause et grâce à l'esclavage. À partir de quel moment on commence à voter en Amérique? À partir de quel moment les Noirs ont le droit de voter? À partir de quel moment les femmes ont le droit de voter aux États-Unis? Les femmes ont voté en France quand? En Allemagne quand? Mais ici, chez vous, vous avez des guignols qui vous font croire que vous pouvez développer votre pays avec une démocratie aussi ouverte et large et même pervertie par l'ignorance comme celle qu'on a aujourd'hui. Et quand vous essayez de le dire aux gens, les gens pensent qu'on est en train de demander la dictature. Non, nous ne demandons pas la dictature quand vous ne connaissez pas demander. La démocratie est un frein pour un État ou pour un État dans lequel les gens n'ont pas étudié, comme le Congo. La démocratie est un frein à tout développement. Parce que vous avez les gens qui parlent.
Tous parlent au même moment. Et tous pensent contredire tout le monde. Mais ce n'est pas possible. Ça ne peut pas évoluer. On est dans un pays de moi. Moi je pense. Mais toi, tu es qui? Qu'est-ce que tu as déjà étudié? Qu'est-ce que tu as déjà compris? Selon moi, d'après toi, tu es qui? Tu as déjà fait quoi? Tu as déjà pensé à quoi? Tu as déjà résolu quel problème? Tu as étudié quoi? Et l'État t'a donné quoi pour que tu dises moi? Toi, tu es qui? Alors si vous êtes dans un pays où tout le monde peut parler, tout le monde peut réfléchir, tout le monde peut raconter ce qu'il veut, et surtout sur la place publique, ben allez-y. Allez-y, vous aurez le chaos. Vous êtes un pays, vous avez plus de 200 chaînes de télévision. Et toutes les 200 chaînes ont des émissions politiques. Et dans ces émissions politiques, vous avez des guignols, des aventuriers qui viennent se faire passer pour des analystes. Des gens qui n'ont même pas fini l'humanité. Des gens dont le parcours scolaire, le parcours académique ambigu, un peu comme leur conscience. Mais ce sont eux, ces gens-là, qui viennent donner des leçons. Mais vous voulez dire que ça, c'est la démocratie? J'ai suivi moi-même hier un député, je ne sais pas si c'est un député ou un ministre provincial, dans le Katanga. Il dit ceci aux gens. J'interpelle la communauté kassaïenne en leur disant que ce n'est pas chez eux. Mais attendez, mais ça c'est grave. Mais il est ministre, comment? Comment il fait pour être ministre? D'abord, comment il se passe 10 minutes après la publication de cet élément? Comment fait-il pour être libre? Mais c'est de l'anarchie, ça. Que fait le ministre de la Justice? Que font les procureurs généraux? Ils font quoi exactement? Comme vous avez des gens qui parlent comme ça aussi librement, avec le sceau de la République, avec le drapeau de l'État, avec la fonction de l'État. Mais on est malades tous, excusez-moi de le dire, on est malades. Comment vous laissez des délinquants comme ça parler aussi librement dans un pays? Rappelez à une communauté que et vous êtes sérieux? Vous voulez vraiment qu'on dise qu'il y a un changement? Même à l'époque de Kabila, des bêtises pareilles ne se passaient pas. Comment on peut arriver à le faire? Excusez-moi, comment vous imaginez ça? Ça veut dire ici, quelqu'un qui a la fonction de l'État, Nambandaka, Abandiko le Balobi, d'ailleurs, Awa, Ezepa Baloubate, Baloubate Solabima, d'ailleurs, Awa, Ezepa Bakongote, Bakongote Solabima, et vous trouvez ça normal? Vous voyez? Ce sont des éléments qui prouvent que votre État est malade dans la profondeur, Nango. Mais comment vous allez évoluer si vous n'avez pas de sacrifices? Parce que l'État, c'est aussi les sacrifices. L'État doit apprendre à sacrifier des gens pour le besoin de tout le monde. On sacrifie certaines têtes. Parce que lorsque vous êtes antisocial, votre place n'est pas dans la société. Nous sommes une nation. En réalité, les questions de tribus, ça ne devrait pas exister. Ça devrait être oublié. Mais aucune politique n'a été menée pour lutter contre le tribalisme. On a laissé ça à la conscience de chacun. Mais le tribalisme est une question importante. On ne peut pas la laisser entre la conscience des gens. Il faut plutôt l'imposer comme une sorte de loi. Comment on peut dire ça? Vous êtes au Kivu et vous dites non, Bangala. Et c'est pas la binote Bangala. Et c'est pas la bisoté. Le Congo, il n'y a pas de bino, il n'y a pas de biso. Le Congo, c'est le biso. Alors, quand il y a des hommes et des femmes qui disent ça, et vous ne les arrêtez pas, parce qu'ils sont ministres, parce qu'ils sont députés, ben alors vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Nous sommes le seul pays au monde où le président de la République peut demander au ministre de veiller sur les propos tribaux. Mais c'est terrible. Si le président arrive à le demander, c'est que le président s'est rendu compte qu'il y a un problème qui ne va pas. Excusez-moi de le dire, cette administration est très faible. Très, très faible. Elle est affaiblie par des farceurs que vous avez mis au pouvoir, à des gens à qui vous avez confié la charge de l'État. Mais comment vous confiez la charge de l'État à des hommes aussi faibles, incapables de résoudre ce problème-là? Vous n'arrivez même pas à résoudre le problème du tribalisme déclaré. Comment vous allez vivre le problème du tribalisme pensé? Comment vous allez faire? Si déjà ce qui est flagrant, vous n'arrivez pas à arrêter ça, comment vous allez faire pour arrêter ce qui est encore dans l'imagination des gens? J'ai été à Lubumbashi, j'ai vu comment ça se passe. J'ai posé la question aux Katangais, j'ai posé la question aux gens du Kasaï. Ils vous disent la même chose. Ils ne sont pas ensemble, ils vivent pas ensemble. La solution là-bas, c'est, Mobutu l'avait si bien vu depuis longtemps. Bannissez votre système de régionalisme. Que le gouverneur, que le vice-gouverneur, que le président de l'Assemblée provinciale, que toute la classe qui dirige ne soit pas autochtone. Vous le faites pendant 5 ans, vous réglez la question. Je vous garantis. Vous le faites pendant 5 ans, vous réglez la situation. Si un Congo va gérer au Katanga et un Katangais vient gérer au Congo central, vous allez voir le produit. Vous allez voir le résultat.
Donc il y a un problème de sacrifice. Et ici, on ne sait pas sacrifier pour arrêter des erreurs et des hérésies. On ne veut pas le faire. Les gens ne sont pas portés par cela. Excusez-moi de vous le dire encore. Comment voulez-vous que les gens vous prennent au sérieux? Un ministre qui a été attaqué, qui a été accusé, mis en accusation, même jusqu'au niveau du parquet, il a été à Makala. Et quelques temps après, il est libre maintenant. Qu'est-ce que le message que vous voulez donner aux gens? On va beau définir, on va beau parler de la liberté provisoire comme vous voulez. Mais l'histoire de M. Etienne y fait tâche. On le dira, je le dirai, même s'il faut perdre le souffle, je le dirai. Ça fait une tâche et ça reste une tâche. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens? Comment voulez-vous voir? Parce que c'est tous les jours qui passent que vous creusez la fossé où il y a entente. Il y a moyen de le faire et de le faire bien. Mais ceux qui conseillent, bateau va conseiller Mabé. Si j'étais conseiller et qu'on voulait véritablement sortir monsieur de cette situation, lui accorder une liberté provisoire, on aurait bien fait ça, sans trace. Sans makambo nyoso. Parce que vous savez, même lorsque vous voulez faire le mal, faites-le avec intelligence. Faites-le avec tact. Sénèque dit ceci. Plus la chose est difficile, plus ça demande l'art et la patience. Je crois que c'est Sénèque ou Socrate. Plus la chose est difficile, plus ça demande de l'art et de la patience. Le gouvernement, une administration doit être en mesure de se sacrifier et de sacrifier les uns. Aujourd'hui, il y a le problème des mines, le désordre qu'on parle à l'État, dans le Katanga. Mais c'est sérieux. Moi, je viens de là aussi. C'est sérieux. Ça peut être faux, ça peut être vrai. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action. Et quand il n'y a pas d'action, on laisse le chemin libre à toutes sortes de spéculations. Et les gens spéculent. Ici, la responsabilité première, c'est le président de la République. C'est à lui que revient la lourde tâche. Vous savez, Machiavel dit ceci. Le prince doit avoir doit combiner deux intelligences. Celle du lion et celle du renard. Pourquoi Machiavel parle du renard? Machiavel parle du renard parce que le renard est le seul animal, sinon l'un des animaux le plus difficile à détrôner. On ne détrône jamais le renard. Alors que le lion le détrône, malgré qu'il rugit, malgré qu'il crie, il est fort, il est important et imposant, mais on le détrône. Et vous savez la fin des lions, on le tue toujours. On le tue par qui? Par des hommes et des femmes qu'il avait ignorés. Alors que les renards, ce n'est pas le cas. Le renard déjoue le jeu dans sa cour, dans sa propre cour. Monsieur le président de la République a beaucoup d'infiltrés dans sa cour. Des gens qui ne sont pas venus l'accompagner à réussir son mandat, des gens qui sont venus s'enrichir. Ils sont venus s'enrichir. Pendant que la famille biologique, je dis biologique du président, n'est pas en train de s'enrichir, il y a d'autres personnes qui s'enrichissent. Il y a des gens autour du chef, comme il mbongo parfois qu'on les caille moko. Comme il mbongo parfois qu'on les cabale nae, comme il mbongo parfois qu'on les camosi nae, na qu'on les cabale famille na bango moko directement biologique. Batoa na baye, bakobenga bango bafo na lititi na munoko. Sur le bill qui fait Simba. Ils vont utiliser mon mécanisme là, mais c'est des gens là qui n'aident pas les chefs. Ils vont compter des millions et des millions. Ils sont là, ils sont dans les mines, ils sont dans toutes les affaires sales. Ils sont là. Mais si le chef de l'État balaye sa cour, les choses vont changer. Moi, ils m'ont déjà dit que tu ne rencontreras pas le président. Mais vous trompez énormément. Vous vous trompez énormément. Mon travail, je ne le fais pas chaque jour pour rencontrer le président. Mon travail, je le fais chaque jour pour réveiller cette population. C'est comme ça, il faut à un moment donné qu'on se le dise. Je sais combien, ce qu'ils racontent sur moi. Je comprends aussi des insultes que je ne mettrai pas sur la place publique. Des attaques et des choses qu'on nous dit très souvent qui font très mal. Mais vous êtes tribaliste. C'est vous qui je veux dire, agitez cette fibre-là. Mais là n'est pas mon problème. Je suis convaincu que le chef de l'État va se réveiller et un jour, il vous foutra tous à la porte et vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire tout à l'heure. Parce que Bolingi Mouninga na binota, Bolingi de Kona binota, Bolingi pe ko edete. Obino Bolingi na libo zombongo. Si kama ko zombongo bo sa na ngonini. Tala bato ba ki mbongo n'epoka kala. Bazawa pilelo. La roue tourne si vous ne prenez pas conscience. La roue tourne. Banda kuna Dubai bino, banda kuna Kinshasa bino. Ogana obozata na ba 20, 30 ndaku na ba Gombe awa.
Vous achetez partout maintenant. Vous ne discutez même pas. Vous bâtissez banda coucher. Donc, il faut comprendre que Bino Kabila est qui problème la binoté. Bino Bolongi Bobo vivre le cas Kabila, c'est le cas banda Koiba. Bino Bolongi connaît Koiba. Mais le malheur pour vous, c'est que vous risquez de tomber sur un homme qui vous regarde et qui comprend. J'ai entendu des rumeurs comme quoi le chef de l'État est au courant de tout ce qui se passe, mais cherche le bon moyen pour le faire partir. Mais seulement je dis au président, le temps n'est pas votre allié, monsieur le président. Le temps n'est pas votre allié. Ces gens vous ont pourri, ils vous ont pris 3 ans. Bill Clinton a fait comme vous. Bill Clinton a fait comme vous. Première année, deuxième année, il avait des copains. Il avait des amis qu'il avait amenés. En pensant qu'il avait ça à Moussa Malam. Mais s'est rendu compte que ces gens étaient absorbés par le lucre, absorbés par autre chose. Monsieur le président, il est temps de vous réveiller et de regarder dans votre cour, balayer les profiteurs qui sont là. Ils salissent le nom de votre père. Ils salissent le nom de votre combat. Ils salissent tout ce que vous avez fait jusque-là. Parce que comment vous pouvez faire une promesse? Comment vous, le président, vous faites une promesse et celui qui est chargé dans le domaine, avec conseil, n'a domaine où fait une promesse. Jusqu'aujourd'hui, aucune autre technique. Aucune. Vous faites une promesse qui est louable. Mais bateau, on est censé qu'on soit promesse. Comme ça, ils vous rendent faible dans la population. Ils vous rendent faible. Très faible. Et puis ils vont dire après, nous, ces messieurs parlent trop. On parlera quand les bêtises ne s'arrêteront pas. Et puis la deuxième chose, c'est la sueur. Vous savez, c'est Winston Churchill. Winston Churchill dit aux gens, il dit aux Anglais, chers Anglais, je n'ai que le sang et la sueur à vous offrir. Il le dit, je n'ai que le sang et la sueur à vous offrir. Un président offre la sueur à son peuple. C'est le travail. C'est le changement des systèmes. Qu'est-ce qui n'a pas marché à l'époque? Changez-le. Qu'est-ce qui a été bien à l'époque? Amplifions ça pour que ça marche. Et c'est le travail. Ici, dans le sacrifice, il faut qu'on arrive à sacrifier des gens. Il est mon frère, oui, mais il a été emporté dans une bêtise là-bas. C'est mon ami, oui, mais il a été trempé dans une saleté là-bas. C'est ça le sacrifice aussi. Vous ne pouvez pas construire un pays comme le Congo dans des ordres sans que vous réussir à imprimer le sacrifice. Voilà. Le temps me manque pour parler de la sueur, le temps me manque pour parler du sang, le temps me manque pour parler de la douceur. Je voudrais bien continuer ça demain. Demain, je continuerai sur le sacrifice, la sueur, le sang, la douceur et la promptitude. Parce qu'en réalité, il faut former les gens. Pour que et le tout ça là. Mesdames et messieurs, je réitère ce que j'ai toujours dit. Les gens vont prendre ça ma baie. Mais Fachi reste le président avec la plus belle âme que l'on puisse avoir dans ce pays depuis que ce pays est pays. Quelqu'un avec des intentions aussi affichées, avec une volonté aussi déclarée, avec un amour aussi clair comme ça. Lorsque vous le rencontrez, vous savez tout de suite que ce monsieur est bon. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous les présidents du monde, tous les ambassadeurs, tous ces gens-là ont dit ça une fois. Et pas c'est Teza, il est bon. Non, il est jeune, il est fort, et tout ça. Mais ici, tout le monde parle de sa sincérité. Tout le monde parle de son amour pour le pays. Tout le monde le parle. Israël en a dit, en a parlé. Les secrétaires, il y a Amérique à Lobango, Merkel à Lobango, Macron à Lobango. Tout le monde à Loba. Baloba, il est compétent. Baloba, il est fort. Baloba, tout le monde a dit que le monsieur est sincère. Il a un fond propre. Mais le problème de notre président de la République, c'est le casting. Le problème de notre président de la République, c'est le choix de collaborateurs. Ce sont les véritables problèmes. Et excusez-moi de vous le dire, tous les leaders connaissent ce problème-là. Mais c'est leur capacité de traverser cette difficulté qui font d'eux des leaders éternels et des leaders temporaires. Mais j'invite le chef de l'État à être un leader éternel. Et pour être un leader éternel, il faut le sacrifice. Il faut de la rigueur, il faut du courage, il faut accepter qu'on t'insulte, il faut accepter qu'on dise qu'on a mouté mamabé, il faut accepter qu'on dise que au bout il y a famille, il faut accepter qu'on dise qu'on trahir ligne à parti, il faut qu'on accepte qu'on dise des choses pareilles. Parce que la révolution dévore ses propres fils. Et le maintien du pouvoir s'obtient par le cerveau, par la réflexion, pas par le muscle, comme on en a besoin lors de la conquête. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'un.
mpiko na mosala totonga mboka koleka kitoko na kimia bana Kongo toyembani loyembo lonene ya lisanga